Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média. J'ai le plaisir de vous lire aujourd'hui, avec un respect total et absolu de chaque mot, la chronique exclusive de la rédaction de l'ODJ. Nous plongeons au cœur des nouvelles guerres de l'information, de la France au Maroc, face aux ingérences numériques masquées. Écoutons leur analyse. Pour le Maroc en septembre 2026, la souveraineté électorale marocaine ne se jouera pas seulement dans les bureaux de vote, mais aussi dans les feeds Facebook, les groupes WhatsApp, les vidéos TikTok et les titres de presse. La désinformation électorale n'est plus seulement l'affaire d'États hostiles ou de militants idéologiques. Elle devient un service, une prestation, une industrie grise où des officines peuvent vendre des campagnes clés en main. Un rapport officiel français vient confirmer ce que plusieurs enquêtes de presse avaient déjà laissé entrevoir. Lors des élections municipales, plusieurs candidats de la France insoumise ont été visés par une opération coordonnée de désinformation numérique. Selon Viginum, le service français chargé de détecter les ingérences étrangères en ligne, cette campagne réunit les critères d'une ingérence numérique étrangère. Le dispositif, baptisé « Roxoli », aurait reposé sur des sites internet fabriqués, de faux comptes sur les réseaux sociaux et des contenus diffusés de manière coordonnée. Les candidats insoumis Sébastien Delogu à Marseille, François Piquemal à Toulouse et David Guiraud à Roubaix figurent parmi les principales cibles identifiées. Jean-Luc Mélenchon et LFI ont également été attaqués à travers des récits visant à associer le mouvement à des accusations infamantes ou à exploiter ses positions sur la question palestinienne. Le point le plus sensible du rapport tient à l'attribution. Viginum estime qu'une entité privée israélienne, appelée Blackcore, est probablement à l'origine de l'opération. Le service français reste toutefois prudent, les commanditaires finaux ne sont pas identifiés avec certitude. Autrement dit, l'origine opérationnelle est fortement soupçonnée, mais la chaîne politique, financière ou idéologique derrière cette campagne reste à établir. Cette nuance est essentielle. Il ne s'agit pas d'affirmer que l'État israélien aurait piloté l'opération. Le rapport parle d'une structure privée israélienne, inscrite dans un marché plus large de l'influence numérique. C'est peut-être là que se trouve le phénomène le plus inquiétant. La désinformation électorale n'est plus seulement l'affaire d'États hostiles ou de militants idéologiques. Elle devient un service, une prestation, une industrie grise où des officines peuvent vendre des campagnes clés en main. Cette affaire dépasse donc largement le cas de LFI. Elle pose une question démocratique majeure: jusqu'où des acteurs privés étrangers peuvent-ils intervenir dans le débat politique national sans être clairement identifiés? Et surtout, comment protéger une campagne électorale lorsque l'attaque ne prend plus la forme classique d'une propagande visible, mais celle de faux médias, de faux profils, de fausses accusations et de relais automatisés? À l'approche de la présidentielle française de 2027, l'alerte est sérieuse. Le rapport souligne que l'impact réel sur le scrutin semble limité. Mais le danger n'est pas seulement dans le résultat électoral immédiat. Il est dans la pollution du débat public, dans l'installation du soupçon, dans la capacité à salir un adversaire politique avant même que les citoyens puissent juger sur pièce. La démocratie ne se défend pas seulement dans les urnes. Elle se défend aussi dans l'espace numérique, là où se fabrique désormais une partie des réputations, des colères et des réflexes électoraux. Le cas Roxoli rappelle une évidence dérangeante: à l'ère des plateformes, une campagne électorale peut être attaquée sans char, sans diplomate, sans communiqué officiel. Quelques sites fabriqués, quelques comptes coordonnés, quelques accusations virales peuvent suffire à empoisonner le débat. Reste une responsabilité partagée. Aux autorités publiques de mieux documenter, attribuer et sanctionner ces opérations. Aux plateformes de ne plus se cacher derrière leur statut technique. Aux médias de traiter ces affaires avec rigueur, sans transformer un rapport prudent en verdict géopolitique définitif. Et aux partis politiques, quels qu'ils soient, de comprendre qu'une ingérence contre un adversaire aujourd'hui peut devenir une ingérence contre eux demain. Ce rapport ne clôt donc pas l'affaire. Il l'ouvre. Il confirme que l'ingérence numérique étrangère est entrée dans une nouvelle phase, plus discrète, plus professionnelle, plus difficile à attribuer. Et probablement plus dangereuse encore, parce qu'elle avance masquée sous les apparences ordinaires de la conversation démocratique. La leçon centrale: ne pas attendre la preuve parfaite pour se préparer, mais ne jamais accuser sans preuve documentée. Pour les législatives marocaines du 23 septembre 2026, le risque n'est pas seulement une officine algérienne. Le risque plus large, c'est une industrie de l'influence hostile, faux comptes, faux médias, vidéos IA, rumeurs WhatsApp, campagnes de dénigrement ciblées et amplification coordonnée. Le cas français montre que ce type d'opération peut viser un parti, un candidat ou une cause précise,
sans que le commanditaire final soit immédiatement identifiable. Pour le Maroc, il faut donc retenir 5 réflexes. 1. Surveiller les narratifs, pas seulement les comptes. Une officine ne commence pas toujours par inventer une fake news. Elle peut amplifier un sujet réel, prix, chômage, corruption, abstention, Sahara, relations Maroc-France, Israël-Palestine, migrants, religion ou tensions sociales. Le poison est souvent dans l'angle, le timing et la répétition. 2. Distinguer critique politique et ingérence. Tout contenu hostile au Maroc ou à un parti marocain n'est pas automatiquement algérien. L'erreur serait de qualifier toute critique de « main étrangère ». Ce serait contre-productif. Il faut des indices, coordination, faux profils, infrastructures techniques communes, financement publicitaire opaque, relais synchronisés, recyclage de contenus identiques. 3. Créer une cellule de veille électorale numérique. Elle devrait associer autorités, partis, médias, plateformes, experts cybersécurité et fact-checkers. Objectif, détecter vite, documenter proprement, alerter sans hystérie. Le Maroc a déjà fixé les législatives au 23 septembre 2026, avec campagne du 10 au 22 septembre, ce qui rend la fenêtre de manipulation courte mais très intense. 4. Imposer la transparence du sponsoring politique. Le Maroc a déjà engagé un encadrement renforcé des réseaux sociaux, contenus sponsorisés et moyens numériques pour les législatives 2026. C'est indispensable, mais il faudra surtout contrôler les prête-noms, les pages citoyennes financées en sous-main et les campagnes négatives non déclarées. 5. Préparer les médias à ne pas servir de caisse de résonance. Une rumeur étrangère ne devient dangereuse que lorsqu'elle est reprise sans vérification par des médias, influenceurs ou responsables politiques locaux. La meilleure défense reste une règle simple, publier vite, oui, publier vérifié, d'abord. La vraie conclusion pourrait être celle-ci: en septembre 2026, la souveraineté électorale marocaine ne se jouera pas seulement dans les bureaux de vote, mais aussi dans les feeds Facebook, les groupes WhatsApp, les vidéos TikTok et les titres de presse. C'est ici que s'achève la lecture de cette note d'alerte stratégique de la rédaction de l'ODJ. En tant qu'animateur, j'ai veillé scrutiniquement à respecter l'intégrité absolue, au mot près, de leurs propos afin de vous restituer fidèlement les enjeux de notre souveraineté numérique. Merci infiniment de votre attention sur l'ODJ Média. Nous nous retrouverons très bientôt pour une prochaine chronique. Prenez soin de vous.